Je vous disais, cher monsieur, que vous m'aviez accueilli il y a un peu plus de 8 jours, le premier soir du congrès de Nice, dans votre appartement merveilleusement situé, d'où on a une vue sur toute la baie, et vous m'avez montré l'endroit où vous travaillez parmi vos livres et vos souvenirs. Et nous sommes heureux ce soir que vous nous fassiez participer au souvenir d'une vie qui vous a permis de connaître Robert Brasillac et plus particulièrement, très bien, pendant des années, au point d'échanger avec lui une correspondance très abondante. Vous avez reçu très exactement 313 lettres de Louis-Ferdinand Céline. Vous allez nous faire participer au souvenir de cet écrivain qui, certes, est un de ceux qui dominent l'entre-deux-guerres. Je vous avais annoncé, le programme annonçait ce soir qu'il serait question aussi de Brasillac et de Drieux. C'est essentiellement à Céline que vous allez consacrer votre propos, mais il est entendu que la discussion qui suivra nous permettra aussi d'évoquer Brasillac et Drieux, Brasillac que vous avez connu, et si vous le permettez aussi, je me permettrai de glisser quelques souvenirs tirés des œuvres de Brasillac et notamment de ses travaux de critique sur la manière dont il avait jugé lui-même à la fois Céline et Drieux. Alors ce soir vous allez nous parler de Céline. Je rappelle à tous ceux qui sont nouveaux peut-être dans cette salle que la discussion qui s'instaure ensuite est faite par des questions écrites et qu'on passera parmi vous en vous proposant des feuilles de papier sur lesquelles vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, même les plus indiscrètes. Monsieur Pierre Monnier y répondra. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais rappeler qu'il est l'auteur d'abord d'un livre sur Ferdinand Furieux et puis également d'un livre de souvenirs de l'avant-guerre à laquelle il a participé, qui lui a permis de connaître et de travailler avec Thierry Maulnier, avec Robert Brasillac. Ces livres sont offerts dans l'entrée de cette salle et vous pourrez tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous les faire dédicacer par notre orateur à qui je donne maintenant la parole. Merci. À moi de voir maintenant si ça... Ah. Voilà. Est-ce que l'on m'entend? On n'entend pas. Là je parle, je fais ce que je peux. Alors je vais peut-être vous passer mon micro, ma place c'est mon micro, parce que le mien paraissait, le mien allait. Dans ces conditions. Ça a l'air d'aller mieux. Vous m'entendez? Pardon. Voilà. Ça a l'air d'un gag, ça. Au moment où Céline apparaît, très exactement à la fin de l'année 1932, avec Voyage au bout de la nuit, la littérature française occupe depuis une cinquantaine d'années, une place considérable dans le monde. On a l'impression que rien ne pourrait arriver de nouveau dans un pays, dans un monde où il y a André Gide, Paul Valéry, Paul Claudel, Valéry Larbaud, Maurice Barrès et Proust sont morts depuis une dizaine d'années, guère plus. On a l'impression que vraiment la littérature française est arrivée à ses sommets. Et puis tout d'un coup, quelque chose arrive de tout à fait inattendu, de tout à fait original, qui éclate comme un coup de tonnerre. Pour ma part, j'ai découvert à ce moment-là le premier livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, comme beaucoup d'autres Français, à travers le journal L'Action française et surtout à travers un article de Léon Daudet. Léon Daudet, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, savent de qui il s'agit, savent quelle était sa personnalité. Léon Daudet est un homme qui avait une intelligence critique extraordinaire et en même temps un esprit extrêmement fantaisiste. Il tenait à l'Action française chaque jour la première colonne de gauche dans laquelle il exprimait tout ce qui lui passait par la tête. En principe,
directeur politique du journal avec Charles Maurras, il aurait dû faire des éditoriaux politiques, mais il en faisait en général 1 sur 3. Les 2 autres, il les consacrait ou à la peinture. Par exemple, il a été le premier en 1925 à dire, vous savez que Picasso est un dessinateur immense, en 1925. Ou bien alors, il indiquait à ses lecteurs la meilleure façon de réussir la matelote d'anguille, parce que ça lui passait par la tête, parce qu'il était comme ça, parce qu'il disait ce qu'il pensait, comme il voulait et quand il le voulait. Et ce jour-là, de décembre 1932, il a consacré son article à un auteur inconnu, dont un livre venait de paraître, qui s'appelait Voyage au bout de la nuit, et il a dit très exactement que cet ouvrage représentait absolument une révolution. Je vais vous lire très rapidement la première phrase de Léon Daudet, qui s'était déjà signalé d'ailleurs dans l'histoire de la littérature par des découvertes, n'est-ce pas? Tout le monde savait que Léon Daudet avait été le premier à dire que Proust était un immense écrivain. Il avait également parlé de Guillaume Apollinaire, prosateur, alors qu'on ne le connaissait que poète. Et il y avait d'autres auteurs qui sont moins connus aujourd'hui, mais que Léon Daudet a découvert et a fait connaître à son public. Or, ce jour-là, parlant de Louis-Ferdinand Céline, Léon Daudet écrit très exactement, le 22 décembre 1932, écrit très exactement ceci. Voici un livre étonnant, appartenant plus par sa facture, sa liberté, sa hardiesse truculente au XVIe siècle qu'au XXe siècle, que d'aucuns trouveront révoltant, insoutenable, atroce, qui en enthousiasmera d'autres, et qui, sous le débraillé apparent, cache une connaissance approfondie de la langue française dans sa branche mâle et débridée. Et un peu plus loin, il disait « Proust est le Balzac du papotage ». De là, une certaine fatigue dont M. Céline, pseudonyme du docteur Destouches, va libérer sa génération. Il faut se reporter à l'époque et savoir que dans le climat littéraire qui était celui que l'on connaissait à cette époque-là, l'arrivée d'un ouvrage écrit dans ce style étonnant qui est celui du Voyage au bout de la nuit ne pouvait que scandaliser. Effectivement, cela a scandalisé, mais comme le dit Léon Daudet, il y a un certain nombre de gens qui sont tout de suite entrés là-dedans, qui ont adhéré et qui ont pensé tout de suite que ce qui venait de se produire était un événement et que Voyage au bout de la nuit était le début d'une nouvelle ère littéraire pour la France. Qui était donc ce Louis-Ferdinand Céline, pseudonyme du docteur Destouches? Il était né dans une famille moyenne, de petite bourgeoisie moyenne. Il avait été élevé à Paris, dans le passage Choiseul, il en parle très très souvent et très longtemps, je ne m'y attarderai pas. Il avait fait des études moyennes, il n'avait même pas encore son bachot en 1914, et en 1914 il s'est engagé. Il a été volontaire, il s'est engagé, il a été blessé après 3 mois de guerre et réformé à 75%. Toutes ces choses-là ont compté dans sa vie, parce qu'on les retrouve dans son œuvre, il en a parlé souvent. Il est réformé, ensuite il fait un voyage en Angleterre, il va passer quelques jours en Angleterre, il retourne en France, il se marie, il passe son bac et il commence à étudier sa médecine parce qu'il se marie avec la fille d'un professeur de la faculté de médecine qui s'appelle le professeur Follet, qui est professeur en Bretagne. Louis-Ferdinand Céline se marie à Quintin et il fait sa médecine. Ensuite, il fait divers travaux, il fait des enquêtes, notamment aux États-Unis, sur les conditions de travail, sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'ordre général. Et il se retrouve à la SDN. Alors, je ne m'attarde pas sur tous ces avatars, si on peut dire, parce que tout cela se retrouve dans son œuvre. Tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a engrangé au cours de ses voyages, lui servira ultérieurement. On retrouvera cela partout dans l'église, dans la pièce de l'église ou ailleurs. On retrouvera partout, dans Guignol's Band qui se passe à Londres, on retrouvera partout des souvenirs de ce qu'a été la vie plus ou moins aventureuse de Louis-Ferdinand Céline. Vie aventureuse en ce sens qu'il a voyagé beaucoup,
il a fait un séjour prolongé en Afrique, on en retrouve les traces dans Voyage au bout de la nuit, bien entendu, mais toujours, tout ce qu'il a fait est axé sur la médecine. Et un aspect extrêmement particulier de la médecine qui lui tient à cœur, qui est l'hygiène, ou si l'on veut, l'hygiénisme. C'est, nous en parlerons d'ailleurs à la fin quand nous résumerons, c'est un des éléments moteurs de la vie de Louis-Ferdinand Céline que le souci de l'hygiène, de la prophylaxie, de la prévention, etc. On retrouvera ça partout. Première manifestation d'ordre littéraire, sa thèse de médecine. Il me l'a raconté lui-même un jour d'ailleurs, c'est un de ses camarades, carabin comme lui, de faculté, qui lui dit « Tu cherches un sujet pour ta thèse, il y a quelque chose qui à mon avis devrait t'intéresser, c'est l'histoire et la vie d'un médecin hongrois, juif hongrois, qui a vécu à Vienne, qui a passé toute sa vie à Vienne, et qui a connu une aventure extraordinaire. Tu devrais t'y intéresser, tu pourrais peut-être en faire le sujet de ta thèse. » Il s'est passionné pour ce personnage qui s'appelle Philippe Ignace Semmelweis, et il a écrit ce petit livre qui est, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont lu La vie et l'œuvre de Semmelweis, mais je vous le conseille vivement. C'est un des livres les plus émouvants que je connaisse, et c'est un des livres les plus intéressants qui soit. Car il est en quelque sorte une prémonition de ce qu'a été la vie et de ce qu'a été l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Ce petit médecin hongrois est un homme qui a eu des intuitions de génie, qui a tenté de les faire comprendre, de les faire admettre, et qui en a souffert énormément, car il n'a jamais été compris, car il a été combattu par tout le mandarinat de l'époque, et vous allez en juger. C'est quelque chose de tout à fait passionnant, de tout à fait original, de tout à fait intéressant. On comprend très bien que Céline se soit passionnée pour ce personnage, car on le retrouve par la suite dans toute l'histoire de Céline. Philippe Ignace Semmelweis travaillait à Vienne dans des maternités. Dans les maternités de Vienne, la mortalité des femmes en couche, la fièvre puerpérale, était quelque chose d'effroyable. Il y avait dans ces hôpitaux quelquefois jusqu'à 50 ou 60% des femmes qui entraient et qui mouraient de fièvre puerpérale 2 ou 3 jours plus tard. C'était un drame épouvantable, et Philippe Semmelweis était absolument obsédé par cette histoire-là. Il y réfléchissait, il observait, il regardait autour de lui. Et il a eu un jour l'intuition qu'il se passait quelque chose, et ne l'oublions pas, Pasteur n'est pas encore arrivé. On ne sait rien de ces questions-là. Il a eu l'intuition en observant les étudiants qui, sortant de l'amphithéâtre où ils avaient disséqué, passaient dans les salles de maternité sans se laver les mains. C'est pas grand-chose, c'est une petite chose de rien du tout si on se reporte à l'époque. Et Semmelweis a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se transportait sur les mains de ces étudiants et qui était la mort. Je vous dis, 30 ans avant Pasteur. Il a voulu, Semmelweis, il s'est battu pour imposer son point de vue. Alors il a demandé que l'on oblige les étudiants à se laver les mains en sortant de l'amphithéâtre. Il a voulu que l'on prenne des mesures. Il a mené un combat qui a duré quelques années et dont il est mort, car il est mort fou après s'être lui-même infecté en s'entaillant au cours d'une crise avec un scalpel qui avait servi à disséquer. C'est une existence absolument tragique, mais comme le souligne Céline, c'était une découverte géniale, et l'homme qui avait eu cette intuition-là était un grand bienfaiteur de l'humanité et des hommes. Je vous dirai simplement à ce sujet une phrase. Dans La vie et l'œuvre de Semmelweis, Céline dit ceci: en ce qui le concernait, il n'avait aucune ambition, il n'avait pas non plus ce souci de la vérité pure qui anime les chercheurs scientifiques. On peut dire qu'il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait pas été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale
de ses malades. Et Céline lui-même, et ce propos est rapporté par Max Descaves, a dit « La misère humaine me bouleverse, voilà mon œuvre ». On comprend très bien, en rapprochant ces deux phrases, pourquoi Céline s'est passionnée pour ce personnage et pourquoi il lui a consacré sa thèse de médecine. Il y a évidemment quelque chose de prémonitoire. Quand on sait quels ennuis Céline a eu après coup pour avoir crié ce qu'il pensait être sa vérité, et que l'on compare à ce qui est arrivé à Semmelweis, on voit très bien quel est le rapprochement. Après cette thèse de médecine, Céline écrit deux pièces de théâtre qui ne seront pratiquement jamais jouées, sauf l'Église qui a été montée quelquefois. L'une s'appelle Progrès. C'est une pièce dans laquelle on trouve beaucoup des qualités de ce que sera le futur Céline. Il y a des choses assez drôles, des observations très drôles, mais Céline n'est pas et ne sera jamais un homme de théâtre. Il me disait lui-même, moi il m'en a parlé souvent à propos de Marcel Aimé, qui lui réussissait admirablement au théâtre, qui était un grand ami de Céline, et Céline disait toujours, parlant de Marcel Aimé, je ne peux pas arriver à comprendre Marcel. Il prend 4 personnages, il les pose au premier acte, il les retrouve à la fin, et ça fait une pièce extraordinaire. Moi, je n'ai jamais été foutu de bâtir une pièce. Et pourtant, il a essayé à plusieurs reprises. Il a notamment essayé avec une pièce qui s'appelle L'Église. L'Église est une pièce, du point de vue du pur théâtre, c'est une mauvaise pièce, parce qu'elle est mal fichue, parce qu'il ne savait pas faire ces choses-là. Mais on trouve dans l'Église des quantités de textes, de phrases, de remarques qui sont d'une très grande qualité, qui sont du Céline. Mais en tant que pièce de théâtre, ça ne passe pas la rampe. Mais l'Église est autre chose. L'Église, c'est la préfiguration de ce que va être le voyage au bout de la nuit 5 ou 6 ans plus tard, de ce que va être son premier grand livre, son premier grand succès. Car l'Église débute en Afrique. Il y a ensuite Paris, la banlieue parisienne, dans laquelle Céline montre la maladie et la vie de ce que peut être un médecin de banlieue, n'est-ce pas ? Bref, tout ceci se retrouvera plus tard dans Voyage au bout de la nuit. Alors, dans la pièce, l'Église, c'est évidemment fait très maladroitement et ça ne compte pas. Mais, plus tard, ça va être Voyage au bout de la nuit. Alors, Voyage au bout de la nuit, c'est le grand chef-d'œuvre, c'est ce qui a suscité l'enthousiasme de Léon Daudet, c'est cette explosion littéraire qui a eu lieu à la fin de décembre 1932. Céline avait écrit Le Voyage au bout de la nuit, il en avait fait 2 exemplaires, il en avait envoyé un à Gallimard, qui n'y a pas accordé d'intérêt. Enfin, aucune intérêt. Ça, je vous le dis parce que je vous reparlerai de Gallimard plus tard. Gallimard a laissé tomber. Mais il y avait un autre éditeur, qui était un jeune éditeur, qui s'appelait Robert de Noël, et à qui Céline avait également envoyé son Voyage au bout de la nuit. Et Céline avait envoyé le Voyage au bout de la nuit à de Noël, parce que de Noël avait édité Eugène d'Aby. Et Céline avait beaucoup d'amitié et d'admiration pour Eugène d'Aby. Et que de Noël ait édité Eugène d'Aby avait convaincu Céline que peut-être il avait là un éditeur. Et effectivement, de Noël a reçu Voyage au bout de la nuit. Il l'a lu, il s'était forcé d'en lire le maximum dans la nuit qui a suivi, il ne s'est pas couché. Il était enthousiasmé. Alors que chez Gallimard, les autres lecteurs qui l'avaient vu n'y avaient accordé aucun intérêt, pensaient que c'était du blabla, du bafouillis, de Noël, lui, tout de suite, a dit « voilà un très grand livre » et il l'a édité. Voyage au bout de la nuit est paru, et il reproduit d'ailleurs ce qu'était l'Église. Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a la guerre, l'engagement de Céline, la guerre. Alors je ne m'attarde pas sur ce qui concerne la guerre, c'est extraordinaire, mais c'est effroyable. Ça a fait considérer Céline comme un ennemi de la patrie et l'antimilitariste effroyable, alors que ce n'est pas vrai. Céline dénonçait l'horreur là où il la voyait, mais Céline, je peux le dire tout de suite, je le confirmerai tout à l'heure, Céline était patriote. Il était aussi patriote que pacifiste. Il m'a dit un jour dans la conversation, en parlant de Laval, de Pierre Laval, il a dit ce qui caractérisait Pierre Laval, c'est qu'il était patriote et pacifiste. C'était le cas de Céline, il faisait son propre portrait. Donc dans Voyage au bout de la nuit, la première partie parle de la guerre et dénonce la guerre.
dans des conditions, dans des termes extraordinaires, dans un style flamboyant qui fait peur par moments. Après la guerre, il y a l'Afrique, voyage en Afrique. Et là, je ne m'y attarde pas non plus, vous imaginez ce que peut être l'examen du colonialisme par Louis-Ferdinand Céline. Il raconte tout ce qu'il a vu, et c'est un pittoresque extraordinaire, c'est dans un style lumineux, et c'est effrayant de violence. Après la guerre, il y a l'Amérique. Il part pour l'Amérique pour passer quelques jours. C'est d'ailleurs au terme de son voyage en paquebot qu'il y a cette description extraordinaire que l'on n'a jamais faite comme lui, quand il arrive devant New York. Il y a une page admirable dans laquelle il dit: c'est étonnant, New York c'est une ville, mais des villes, moi j'en ai vu, moi j'en connais des villes, elles sont toutes allongées le long des rivières ou au bord, etc. Et là, je vois une ville debout. C'est la première fois que je vois une ville qui est debout. Et ensuite, il y a la description de New York, tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne m'attarde pas du tout à cela. Je ne vous donnerai pas de description, je ne m'attarde pas, si vous voulez, au contenu de Voyage au bout de la nuit. Vous le lirez. Ceux qui ne l'ont pas lu doivent le lire, c'est bien évident. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu déjà. Mais enfin, lisez-le. D'ailleurs, ceux qui l'ont lu peuvent le relire. Parce que Céline, on peut relire ça indéfiniment. Moi, je peux vous dire, il y a des choses que j'ai découvertes dans Céline avant la guerre, donc ça remonte loin, j'étais tout jeune, que je peux relire aujourd'hui et je reçois le même choc. Et je dois vous dire que même quand ce sont des choses drôles, j'éclate toujours de rire aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je suis un maniaque, mais enfin je peux vous dire que dans Céline, il y a incontestablement ça. C'est un grand génie, parce que ce qu'il a écrit a un caractère absolument définitif. Donc, Voyage au bout de la nuit, comme je dis. Je vous dirai simplement deux petits passages de Voyage au bout de la nuit, de tout très court passage, parce que si je voulais me tailler un succès auprès de vous, vous savez, ce serait extrêmement facile. Je n'aurais que pendant 1h30 à vous lire des textes de Céline bien choisis. Vous seriez en 8 sur votre fauteuil, vous en redemanderiez, ça ne s'arrêterait pas. Je me taillerais un succès facile. Mais je vais vous lire simplement 2 ou 3 petites choses très simples et qui révèlent ce qu'est Céline. Céline, je le répète, c'est un homme qui est terrible, violent, qui écrit des choses graves, dans un style extrêmement puissant, et qui donne l'impression par moments d'un pessimisme extraordinaire. Mais ce qui est extrêmement intéressant, ce qui est extrêmement séduisant chez lui aussi, c'est que par moments, la tendresse jaillit, la tendresse surgit, et là on est absolument transporté. Voici par exemple une des choses les plus étonnantes qu'il ait écrites. C'est très connu, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir déjà, mais comme je vous le dis qu'on peut toujours relire avec plaisir, c'est quand il est en Afrique et qu'il est dans, comment dirais-je, dans une petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas une ferme, enfin, il est dans un endroit où il y a des militaires qui sont sous la conduite d'une espèce de brute qui s'appelle le sergent Alcide, qui règne sur tout le pays, qui traite les indigènes de la manière la plus épouvantable, qui est dur avec ses hommes, sinon, voilà. Mais cet homme-là, Céline le regarde. Et il dit ceci, un soir, Céline voit cet homme qui est tout seul et qui se croit tout seul à côté de son lit, qui ouvre une boîte et qui regarde quelque chose dans une boîte, et c'est une photo. C'est la photo d'une petite fille. Céline s'approche, il lui demande: mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'arrive là? Et cet homme qu'il voit dans toute la journée très dur, lui dit: c'est rien, l'entendis-je, c'est la fille de mon frère, ils sont morts tous les deux. Ses parents? Oui, ses parents. Qui l'élève maintenant? Ta mère? Que je demande, moi, comme ça, pour manifester de l'intérêt. Ma mère, je ne l'ai plus non plus. Qui alors? Eh bien, moi. Il ricanait cramoisi, Alcide, comme s'il venait de faire quelque chose de pas convenable du tout. Et l'on apprend comme ça, tout d'un coup, de cet homme qui vit là-bas dans cette atmosphère épouvantable, en Afrique, qui mène une vie très dure, se sacrifie pour pouvoir élever une petite fille qui est dans un collège religieux en France. Voilà. Et qu'il y sacrifie toute sa vie. Évidemment,
Céline met là le doigt sur ce qui fait toute la complexité de l'homme. Ce qui fait, c'est oui. Le sergent Alcide. Un autre extrait de Voyage au bout de la nuit. Céline parle d'une femme qu'il a connue à New York, avec qui il vit de temps en temps, qui est une prostituée. Et il dit ceci: bonne, admirable Molly, je veux, si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours à ma manière, qu'elle peut venir ici quand elle voudra, partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, eh bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai au moins pour tous les deux, et pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Et tout ceci, ces deux textes que je viens de vous lire, sont plantés au milieu de descriptions souvent très dures, très pénibles, très violentes, extrêmement pessimistes. Et ça, c'est tout l'art de Céline. Cette tendresse qui est piquée comme ça au milieu de la rudesse de la vie humaine. Voyage au bout de la nuit terminé, un deuxième livre très important va paraître. Je suis de ceux qui considèrent Mort à crédit comme un livre extraordinaire et d'une très très grande beauté. Mort à crédit. Mort à crédit, alors, à ce moment-là, Céline fait encore un retour en arrière, il va encore plus loin dans ses souvenirs, et c'est le livre de l'enfance. C'est la jeunesse. Dans Mort à crédit, il y a l'apprentissage, il y a le voyage en Angleterre, et il y a, pour terminer, un immense chapitre qui est consacré à un personnage tout à fait original que Céline appelle Roger Marin Courcial des Pereires, qui est un inventeur, un de ces inventeurs qui vivent de la petite invention de tous les jours, qui vit de ce que font ces gens qui sont obsédés, par exemple, par l'invention du mouvement perpétuel. Alors, il vit au milieu des gens qui inventent des cloches à plongeurs ou des machines pour voler qui ne volent pas, etc. Il y a 200 pages pendant lesquelles Céline raconte, il est alors enfant, il sert d'apprenti chez ce personnage pour qui au début il a une admiration sans borne, car le chapitre débute par ces mots: des gens comme Roger Marin Courcial des Pereires, il n'y en avait pas des bottes. Et en réalité, c'est un personnage fumiste incroyable qui passe son temps à perdre l'argent de sa femme aux courses, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui atteint par moments une drôlerie mais extraordinaire. Ça se termine mal d'ailleurs, car il finit par se suicider, il se tire de balles avec son fusil de chasse dans la gorge. Ça, c'est Mort à crédit. Alors je n'en dis pas plus. Comme pour Voyage, Mort à crédit, ceux qui l'ont lu, relisez-le, ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. C'est merveilleux. Parce que enfin, je ne sais pas si vous serez comme moi, mais moi je lis ça. Barjavel, René Barjavel, que vous connaissez, m'a dit un jour: moi je prends Mort à crédit, je l'ouvre à n'importe quelle page, et c'est un monde. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est ça. Car les lecteurs de Céline, j'en connais beaucoup par la force des choses, maintenant j'ai beaucoup d'amis qui le lisent, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne sont jamais entrés dedans, qui sont rebutés, pour des raisons tout à fait honorables, enfin ils trouvent ça grossier, ils ne peuvent pas. Mais alors, ceux qui entrent dedans, ceux qui sont céliniens, alors je peux vous dire que ceux-là, il n'est pas étonnant de les entendre dire: il y a Céline et puis il y a les autres. Mais ça, j'ai entendu ça 20 fois. Et je sais qu'il y a des fanatiques comme ça. Et c'est ce qui fait que, malgré tout ce qu'on a pu faire après la guerre, on n'a pas pu l'enterrer. Car à l'heure actuelle, il tient une place considérable, non seulement en France, mais dans le monde entier. Au moment où nous parlons en ce moment, je peux vous affirmer qu'il y a aux États-Unis, je ne sais pas combien d'universitaires qui sont en train de plancher sur les œuvres de Céline. Le professeur Alphonse Juillan doit en être à son 4e ou 5e livre sur le vocabulaire de Céline. Il additionne il a relevé, je crois, 3500 verbes, 2500 adverbes, etc. Et il en fait des livres épais comme ça. C'est extraordinaire. Et il y a aux États-Unis des quantités d'universitaires qui sont en train de travailler sur cette œuvre monumentale. Donc, Mort à crédit. Après Mort à crédit, Céline a une idée. Il sait que ces livres ont été traduits en Union soviétique. Ils ont été traduits notamment
sous l'influence de Aragon et de sa femme Elsa Triolet, qui ont fait des traductions russes, et il a obtenu d'ailleurs en Union soviétique des articles extrêmement favorables, et même en dehors de l'Union soviétique, puisque Trotsky, au moment où il parle de Céline, est en exil. Trotsky a écrit un article extrêmement élogieux et très intéressant sur les 2 livres de Céline, Voyage et Mort acadien. Alors Céline s'aperçoit qu'il a des droits d'auteur qui sont dans l'Union soviétique, mais le gouvernement de l'Union soviétique ne paye jamais de droits d'auteur. Jamais. Ils traduisent les livres, n'est-ce pas, et ils les vendent, mais les droits d'auteur ne sont jamais payés. Ou alors, il faut aller en Union soviétique, alors là, on les paye, mais à condition de les dépenser en Union soviétique. Céline se dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller voir en Union soviétique ce qui se passe. Je devrais essayer de récupérer des droits d'auteur, je circulerai un petit peu, et je verrai comment ça se présente dans ce paradis-là. Évidemment, il y va. Et il en est revenu. Lui, c'est pas compliqué. Il n'a pas attendu la perestroïka ni la glasnost. En 1936, il revient et il écrit 20 pages qui s'appellent Mea culpa. Ces 20 pages-là lui ont fait beaucoup de tort. Il s'est attiré la haine du Parti communiste, mais à un point que l'on ne peut imaginer. Il faut dire que ces 20 pages de Mea culpa, c'est gratiné, hein. Il y a vraiment tout dedans. Vous pouvez les relire aujourd'hui. Vous pouvez relire aujourd'hui les 20 pages de Mea culpa, vous vous dites, mais ça a été écrit hier, c'est pas possible, c'est ce qu'on vient de vivre, n'est-ce pas? Lui, il avait tout compris, il n'avait pas eu besoin. De Mea culpa, donc je ne vous en dirai pas davantage, c'est un petit texte de 20 pages, mais je voudrais simplement en extraire une vingtaine de lignes que pour ma part, je trouve très intéressantes et que j'aime beaucoup. Le thème de ce mea culpa, c'est le communisme, l'Union soviétique, c'est de la blague, tout ça, on nous raconte qu'on va se libérer l'homme, c'est rien du tout, ils ne comprennent rien à l'homme, ils ne savent pas du tout ce que c'est absolument du bluff, ça ne vaut absolument rien. Et ils disent, ça c'est pas comme les religions, la religion elle connaissait l'homme. Et alors il dit ceci, n'est-ce pas? La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, c'est qu'elles ne doraient pas la pilule. Elles n'essayaient pas d'étourdir, elles ne cherchaient pas les lecteurs, elles ne sentaient pas le besoin de plaire, elles ne tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et le rencardaient, elles le rencardaient d'auteur. Elles le rencardaient sans embâge. Toi, petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. De naissance, tu n'es que merde. Est-ce que tu m'entends? C'est l'évidence même, c'est le principe de tout. Cependant, peut-être, en y regardant de tout près, que tu as encore une petite chance de te faire un peu pardonner, d'être comme ça tellement immonde, excrémentiel, incroyable. C'est de faire bonne mine à toutes les peines, épreuves, misères et tortures de ta brève ou longue existence, dans la parfaite humilité. La vie, vache, n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas. Cherche pas midi à 14h, sauve ton âme, c'est déjà joli. Peut-être qu'à la fin du calvaire, et si tu es extrêmement régulier, un héros de fermer ta gueule, tu claboteras dans les principes. Mais c'est pas certain. Un petit poil moins putride à la crevaison qu'en naissant. Et quand tu verseras dans la nuit plus respirable qu'à l'aurore, mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout. Fais gaffe, spécule pas sur les grandes choses, pour un étron c'est le maximum. Ça, c'était sérieusement causé par des vrais pères de l'Église qui connaissaient leur ustensile, qui se miroitaient pas d'illusions. C'est certainement un des plus beaux éloges que l'on peut faire. Donc, mea culpa, 20 pages, parmi lesquelles il y a celle-là. Il y en a d'autres qui sont bien. Et là, nous arrivons au moment où nous allons entrer dans la période des livres qui lui ont fait beaucoup de tort, mais qui sont quand même tout à fait dans sa ligne, qui sont des livres aussi admirables que les autres, et dont le premier s'appelle Bagatelle pour un massacre. Bagatelle pour un massacre, qui est paru avec une bande sur laquelle il y avait pour bien rire dans les tranchées. Je le signale parce que
il y a trop de gens de mauvaise foi qui, dès ce moment-là, dès 1936, ont donné au mot massacre un sens qu'il n'avait absolument pas. Si Céline a écrit Bagatelle pour un massacre, c'est pour prévenir le massacre qu'il sentait venir. C'est un livre qu'il a écrit contre la guerre. Et il ne faut pas lui donner d'autres significations ni d'autres sens. D'ailleurs, pour bien rire dans les tranchées, ça dit tout ce que ça veut dire. Alors, dans ce Bagatelle pour un massacre, Céline s'attaque à tous ceux dans lesquels il voit un ferment de guerre. C'est un livre qui est fait pour la défense de la paix et dans lequel il n'a pas peur d'attaquer à boulet rouge et avec le langage le plus violent qui soit, tous ceux qu'il dénonce et qu'il considère comme responsables de la guerre à venir. Alors, bien entendu, il y a le capitalisme anglo-saxon, il y a tous les groupes de pression, il y a le lobby juif, la franc-maçonnerie, l'Union soviétique, Staline. Il attaque tout de la manière la plus violente. Bien entendu, quand on parle de ces livres aujourd'hui, on les traite tout à fait injustement en les considérant comme des livres uniquement des livres de haine contre tel ou tel. Je ne donnerai pas de précision et je ne prononcerai même pas le mot qui déplaît tellement à mon ami Chambrion qui est là. Ce sont des livres de combat, mais ce sont des livres polémiques, essentiellement polémiques, mais ce sont en même temps des œuvres d'art extraordinaires. Il y a dans Bagatelle pour un massacre des passages qui sont d'un style étonnant et qui ont une force polémique incroyable. Alors je vais simplement, si vous voulez, très rapidement, comme j'ai fait tout à l'heure, vous lire 2 ou 3 petits trucs. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas détailler. Vous savez ce que c'est. Bagatelle pour un massacre est un livre pacifiste, essentiellement. Et alors, voici par exemple quelques petits passages de ce livre. Bon, bien sûr, il y a des gens à qui ça a déplu, hein, ça il faut bien le dire. On ne peut pas faire à tout le monde. Moi, ça m'a plu beaucoup. Il parle de l'Angleterre. Et il dit ceci. L'Angleterre alliée n'est burne. Encore une fameuse balancelle. Ils iront mollo, je vous assure, ce coup-ci. Encore bien plus mou qu'à l'autre. Ils risquent bien davantage. 1 an pour mobiliser, encore 1 an pour instruire. Nous serons tous déjà asticots quand débarqueront dans les Flandres les premiers invertis d'Oxford. De l'expectative, de beaucoup d'expectatives. Un white and see formidable. Bon, voilà. Autre chose, il s'en prend aussi à ceux qui veulent la guerre, bien entendu, et il pense que si ces gens-là, qui veulent tellement la guerre, qui sont tellement avides de pousser les autres à la guerre, s'ils étaient obligés d'aller la faire eux-mêmes, ça changerait beaucoup de choses. Et voilà ce qu'il dit. Vous verriez, comme par enchantement, un souffle, que dis-je, d'invincibles fougueuses bourrasques et véritables cyclones de protestation pacifique, à travers toutes les frontières. Il pleuvrait des tourterelles, des rapprochements miraculeux entre ennemis de la nuit des temps, ne tarderait pas à s'ébaucher, on se chercherait pour s'embrasser, d'un bout à l'autre de l'univers. Dès qu'on assure au cuisinier qu'il va lui-même, en personne, passer dans son courbouillon, il ne gratte plus du tout l'allumette. Mon cher Omar, qu'il écrit, qu'il s'attendrit, il a compris. Comprenez, hein? J'ai un doute, petit comme ça, hein. Oui, alors il suppose que les gens auxquels il s'adresse, ceux qu'il condamne, leur veulent et se disent quand même, il exagère ce type. Alors ils lui disent ceci. Mais alors dites donc, Ferdinand, vous n'allez pas terminer ce genre prétentieux, ces effets captieux, ces paradoxes imprécatoires, ce phrasouillis vétilleux? Venez au fait, que voulez-vous? Moi, je veux qu'on fasse une alliance avec l'Allemagne et tout de suite. L'armée franco-allemande, 400 divisions d'infanterie parfaitement dérouilleuses, résolues, qui dit mieux, qui bronche, rechigne, rebiffe, récalcitre, travaille du sourcil, ergote, récrimine, s'oppose, relève le gant, on s'attend, on attend.
que se déclarent les fortes têtes, les grognons, les intraitables, les petits méchants. Il y en a 400 pages comme ça. Alors ça aussi, vous pouvez le lire ou le relire. Vous pouvez y aller. Ce qui est remarquable, c'est que ce livre arrive à un moment où le danger de guerre est considérable. Et le danger de guerre est considérable parce qu'il y a une situation générale. Il me faudrait 2 heures pour en parler, mais je peux en 5 minutes essayer de résumer très rapidement une situation qui est à peu près celle-ci. D'un côté, il y a l'Allemagne. L'Allemagne a été victime en 1920 au traité de Versailles d'une injustice extraordinaire. Pas seulement l'Allemagne d'ailleurs, l'Empire austro-hongrois qui a été dépecé d'une manière scandaleuse et ridicule et grévé de menaces de guerre. Il y a l'Allemagne qui est un peuple, enfin je ne sais pas besoin de dire ce que sont les Allemands, c'est quand même un peuple fort, organisé, capable de construire. Il y a l'Allemagne qui petit à petit se redresse. Elle s'est redressée sous Stresemann, avec le principe de ce que Stresemann appelait lui-même le Finanzieren, et ensuite avec Hitler d'une manière beaucoup plus brutale et beaucoup plus forte. De ce côté-là, il y a l'Allemagne qui s'en prend au traité de Versailles et qui le détruit petit à petit. Et petit à petit, par une action dure, finit par faire pencher, par faire tomber quelques-uns des pans du traité de Versailles. Et en plus, l'Allemagne fait des émises. Il y a des régimes qui lui ressemblent plus ou moins dans d'autres pays d'Europe. Des régimes, je ne parle pas seulement du fascisme qui était installé au pouvoir avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais il y a en Hongrie et dans plusieurs pays des régimes qui s'installent et qui ressemblent à celui de l'Allemagne. Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, mais le plus intéressant, c'est que peu à peu, ces régimes tendent à s'organiser en autarcie. L'autarcie, c'est très simple. Ça veut dire que ces pays d'Europe seraient regroupés selon des formules politiques très proches et très voisines les unes des autres, et qui s'appuieraient sur les richesses des empires coloniaux qui existaient encore à l'heure actuelle, à cette époque-là, de France, ou le Congo belge pour la Belgique, ou l'Empire néerlandais, où il y a des ressources formidables en matière première. Il est évident, quand on y réfléchit, et qu'on se dit que si l'Europe s'était unie à ce moment-là, et on pouvait redouter qu'elle s'unisse dans un régime qui serait voisin de ces régimes fascistes, qu'elle se serait réunie, et qu'elle se serait appuyée sur les ressources en matière première de tous ces pays-là, associées à la formidable industrie de transformation allemande, vous imaginez la puissance que ça aurait créée et le danger couru par la puissance capitaliste anglo-saxonne. Eh bien, c'est ça le fond du problème. C'est que l'Allemagne, petit à petit, et les pays d'Europe deviennent de plus en plus forts et de plus en plus puissants, et que la puissance capitaliste anglo-saxonne n'a plus qu'une ressource, c'est la guerre. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. Nous avons assisté à une formidable propagande belliciste qui, et c'est là le crime, c'est ce qui est atroce, et c'est ce qui a été dénoncé non seulement par Céline, mais par d'autres comme Jules Romain, comme Charles Maurras par exemple, c'est que ces pays-là, ces gens-là, ont pratiqué pendant les 20 années, les 18 années qui ont suivi le traité de Versailles, une politique de désarmement de la France, de renforcement de la puissance militaire allemande, et qui le jour où il y a eu à s'opposer à la volonté de guerre et à la volonté surtout de ces puissances extérieures d'envoyer la jeunesse française à l'abattoir. Vous savez, je ne parle pas de mon cas personnel, moi j'ai été mobilisé, j'avais 28 ans, j'ai été mobilisé en 1939 et j'ai failli y rester. Mais enfin, c'est pour vous dire, j'appartenais à cette jeunesse que l'on a envoyée là-bas, sans qu'on sache exactement pourquoi, car je vous assure que les Français, à cette époque-là, je suis un peu plus âgé que la plupart d'entre vous, je peux le dire, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas enthousiastes, pour une raison qui est simple, c'est qu'ils ne savaient pas très très bien pourquoi on les envoyait à l'abattoir. Donc Céline a écrit ces livres-là
justement pour traiter de ces questions et de ces problèmes. Après Bagatelle pour un massacre, il en a écrit un second, un autre, qui est un peu différent, moins romantique si l'on veut, moins dispersé, mais axé encore plus directement sur le danger de guerre que font courir sur les Français les puissances anglo-saxonnes et soviétiques. C'est l'école des cadavres. L'école des cadavres, je ne vous en dirai pas plus, il développe le même thème avec beaucoup de verve, beaucoup de fantaisie et beaucoup de violence. Je me contenterai de vous citer un petit passage de cette école des cadavres, parce que on y trouve, dans ce passage, quelque chose qui est l'essentiel de la personnalité de Louis-Ferdinand Céline. Il parle là-dedans de la guerre, évidemment, de la façon dont elle est faite, de ce qui a été fait en 1914, 1918, des Français, de la manière dont les Français se sont battus. Et à un moment donné, il écrit ceci. À propos de l'armée de la France et de la guerre qu'il sent venir, ça c'est moi qui le sais, et qui lui fait horreur, il écrit dans l'école des cadavres. La partie vraiment sérieuse, essentielle de l'armée, sans aucune substitution, suppléance possible, c'est la gradaille petite bourgeoise. Tous les bacheliers dans la danse. Sans les petits grades des bourgeois, sergent, serfil, lieutenant, capitaine de réserve, l'armée française n'existe plus. La horde seulement, comme ça. Toute seule, c'est la débraillerie qui commence. La foire aux armées, le vertige de toute la canaille. À la première anicroche, tatouille, catastrophe, c'est posé. Ça se terminerait en 8 jours. Les petits cadres se recrutent bien que dans la petite bourgeoisie, la prévoyante, la constipée, la mesquine. Sans la petite bourgeoisie, évolution de masse impossible, pas de raccrochage au terrain. La ténacité, le ressort, la tête de cochon dans le malheur, la fierté du devoir accompli, le sens hargneux du sacrifice, toutes ces balancelles sinistres sont des vertus petites bourgeoises, très proches parentes traditionnelles du très bien savoir se priver, du jamais rien prendre à crédit, de la prévoyance du lendemain, de la féroce économie, de l'existence pauvre mais honnête, du rien demander à personne, du faire honneur à ses affaires. Ces dignités cafardeuses font merveille sur les champs de bataille. Elles valent à l'armée française. Ces extraordinaires petits cadres, admirablement sérieux, valeureux de bravoure tranquille, sans limite, infiniment prévoyants de toutes les embûches, inlassablement redresseurs de toutes les situations les plus précaires, les plus effroyables, jamais défaillants, jamais vautrés, jamais sous, jamais exigeants que pour eux-mêmes, jamais gaspilleurs d'hommes ni de mots, toujours regardants, toujours soupçonneux des démonstrations coûteuses, pas spectaculaires pour un rond, petit gradé parfaitement responsable, jamais gaspilleurs de rien, ni d'un chargeur, ni d'une gamelle, anti-prodigue, seulement généreux de leur propre sang et jusqu'à la dernière goutte pour leur escouade, leur unité. Toujours les premiers à la pipe, sans arrière-pensée de gloriole ou de récompense. Citations et médailles ne peuvent pas beaucoup les régaler, vu leur disposition jalouse, hargneuse, dénigrante. Ils se trouvent mieux dans le devoir tout sec. Les honneurs pour autrui les vexent, les honneurs pour eux-mêmes les gênent. Petits bourgeois de la sorte, si crasseux, si rebutants, si dégueulasses, si peu lyriques en temps de paix, deviennent facilement à la guerre de drôles de héros formidables, martyrs extrêmement susceptibles, qui ne demandent rien à personne, et calanchent comme ils ont vécu dans la haine des témoignages et des appréciations flatteuses. Dans cette page, Louis-Ferdinand Céline dit ce qu'il est, un homme du petit peuple, un homme de la petite bourgeoisie. Et c'est une des choses que nous pouvons le plus admirer en lui. Car Louis-Ferdinand Céline, c'est le peuple, et c'est certainement, du point de vue littéraire, ce que le peuple a produit de mieux, de meilleur dans notre langue. On le voit à travers un passage comme celui-là, où il rend hommage à tout ce qui est son monde, à lui, ce petit monde auquel il a toujours été tellement attaché. Après l'école des cadavres, évidemment, c'est la guerre. Alors, après la guerre, dans les quelques jours qui ont suivi la guerre, il publie Les Beaux Draps. Les Beaux Draps, bon, c'est
pour dire, il ne dit pas exactement, je vous l'avais bien dit, mais quand même, vous voyez maintenant où on en est. J'ai écrit 2 bouquins pour vous prévenir, pour vous dire faites attention, vous allez avoir une guerre effroyable, on va vous envoyer à l'abattoir, ça va être ridicule, grotesque et pénible. C'est ridicule, c'est grotesque et c'est pénible. Maintenant, nous sommes dans de beaux draps. C'est la guerre, c'est l'occupation. Céline continue à écrire, mais il ne fait pratiquement plus de politique. On a évidemment réussi à trouver de lui une vingtaine de lettres qu'il a écrites, qui ont été publiées d'ailleurs par les gens qui veulent prouver à tout prix qu'il a été collaborateur, ce qui est faux, ce qui est idiot. Céline n'a appartenu à aucun groupe, à aucun mouvement, il n'a même participé à aucun journal, il n'a pas donné d'article, il a simplement entretenu des amitiés, il a continué à entretenir ses amitiés, et il a écrit quelques lettres. Donc pas d'engagement, ce qui n'empêche qu'il a été dénoncé, notamment à Londres, où on lui a promis que s'il restait à Paris le jour du débarquement, il serait haché menu sur la place du Tertre. Il n'a pas attendu, et il a bien fait, il est parti en exil. Il a traversé l'Allemagne, il a raconté tout ça, il est arrivé au Danemark, et au Danemark, il a été arrêté sur la demande du gouvernement français, qui a écrit à l'ambassade française au Danemark pour demander que l'on arrête Céline et qu'on l'extradie. Le gouvernement danois est un gouvernement sévère. Il a commencé par mettre Céline en prison. Après tout, il s'est dit, c'est un collaborateur, un traître, on le met en prison. Mais à l'examen, quand même, les Danois se sont dit, il n'y a peut-être pas matière à l'envoyer là-bas, à l'extrader, parce que la justice française de l'époque ne leur paraissait pas briller par une sérénité à toute épreuve. Ils l'ont donc gardé. Ils l'ont gardé en prison 18 mois. Après 18 mois, ils l'ont libéré et il est allé se réfugier dans une chaumière que lui avait prêté son avocat, maître Mikkelsen. Et c'est là que je lui ai rendu visite. Je suis allé le voir au Danemark alors qu'il sortait de prison et je l'ai vu dans cette chaumière. J'étais avec 2 camarades, il nous a reçus admirablement, alors qu'en réalité tout le monde savait qu'il était extrêmement sur la défense, toujours, qu'il ne recevait à peu près personne. Il n'avait reçu au Danemark que 2 ou 3 de ses bons amis, dont je parlerai évidemment tout à l'heure. Mais il nous a très bien reçus, nous sommes revenus. Dès mon retour à Paris, je lui ai écrit, et c'est de là qu'a commencé la correspondance qui est publiée dans ce bouquin, les 313 lettres qu'il m'a envoyées. J'ai essayé, dès mon retour ici, de l'aider. Alors, pour l'aider, c'était pas simple, c'était extrêmement difficile, car on ne pouvait pas, à ce moment-là, prononcer le nom de Céline, l'écrire dans un journal, sans le faire suivre d'une litanie d'injures, d'insultes et de propos absolument un peu plus que dénigrants. Il fallait parler de lui que comme d'un assassin, comme d'un bourreau nazi. Enfin, c'était ça, c'était le ton de l'époque. Il devait supporter ça. Alors, moi j'ai voulu l'aider quand même. De toute façon, j'ai essayé de faire passer quelques articles dans des journaux. Je suis arrivé très médiocrement. Mais enfin, c'était difficile, j'ai pu quand même prendre quelques contacts. J'ai essayé aussi évidemment de le faire rééditer, de le remettre en circulation. Je raconte tout ça dans le bouquin, je ne veux pas m'y attarder parce que ce sont des détails qui nous ont intéressés trop loin. Mais je tiens à signaler qu'il y a des gens qui se sont trouvés, à mon avis, tout à fait à la hauteur. Et je vais vous raconter ceci. À cette époque-là, je gagnais ma vie en faisant des dessins dans les journaux. Des caricatures, des dessins avec légendes, etc. Je travaillais notamment dans une revue que certains d'entre vous vont connaître, qui a disparu depuis une vingtaine d'années, qui s'appelait Aux Écoutes. Et toutes les semaines, nous nous retrouvions une dizaine de dessinateurs dans l'antichambre de Aux Écoutes, tous les lundis matins, avec notre carton à dessin sous le bras, et nous attendions l'arrivée du directeur, qui était Paul Lévy, juif, résistant, etc., et qui était un homme d'une courtoisie parfaite. Il arrivait, saluait tous les gens qui étaient là, très poliment, passait dans son bureau et attendait qu'une secrétaire prenne nos cartons, les amène dans le bureau de Paul Lévy, qui choisissait les dessins,
La secrétaire revenait en nous disant « Monsieur Lévy a choisi cela » et nous passions à la caisse aussitôt. Ceux qui connaissent les mœurs journalistiques apprécieront. Nous étions enchantés. Paul Lévy était le seul qui faisait ça à ce moment-là. Et un jour, quelques jours après mon retour du Danemark, j'avais vu Céline là-bas, j'étais en train de me gratter pour savoir ce que je pourrais faire pour lui, qui je pourrais intéresser au sort de Céline. Et je dois le dire, quand j'irai après coup, je me suis dit avec une inconscience extraordinaire, j'ai demandé d'être reçu par Paul Lévy pour lui parler de Céline. Je pense que, vraiment, je ne sais pas, je l'ai fait. Je suis entré dans le bureau de Paul Lévy, qui m'a regardé, qui m'a écouté, qui n'a rien dit. Alors j'ai tout dit, j'ai vu Céline, il est dans un état déficient du point de vue de la santé, sa situation est terrible, je ne sais pas dans quelle misère il est là-bas, etc. Paul Lévy m'a écouté sans rien dire, et puis au bout de 5 minutes, il s'est jeté en arrière, il a levé les bras, et il m'a dit « Comment peut-on faire tant de mal à un homme de cette qualité ?» Il m'a parlé aussitôt de Céline, et il m'a dit « Voulez-vous ? Vous pouvez. Et il m'a dit, écoutez, dites à Céline que je mets 100 000 francs à sa disposition tout de suite. C'était en 1948, n'est-ce pas? 100 000 francs tout de suite à sa disposition. Je n'ai pas besoin de vous dire que Céline n'a pas accepté les 100 000 francs, n'est-ce pas? Mais Paul Lévy l'a offert, et Paul Lévy a renouvelé cette offre. Il a envoyé à ses collaborateurs, qui s'appelait Jean-Pierre Dorian, qui faisait une rubrique à Aux Écoutes, qui était lui-même juif comme Paul Lévy d'ailleurs, pour renouveler l'offre de 100 000 francs à Céline, qu'il a une deuxième fois refusé, bien entendu. Alors, je le signale, je le dis, parce que un homme debout, eh bien, ça vaut la peine qu'on le salue en passant. Et moi, j'ai toujours gardé pour Paul Lévy une très grande estime. En tout cas, il a montré là, je peux vous dire que Paul Lévy, jusqu'au bout, a défendu Céline, jusqu'au bout, et il l'a fait avec un mérite extraordinaire, car il a été engueulé comme il n'est pas permis. Vous n'imaginez pas quelle injure il a dû supporter pour avoir pris cette attitude. Eh bien, il ne s'en est jamais départi, et jusqu'au bout, il a été un ami pour Céline. Alors, je vous le raconte, je vous le dis, parce que ce sont quand même des choses devant lesquelles on doit s'incliner, à mon avis. Voilà. Donc, peu de temps après, est arrivé le procès de Céline, car Céline est en exil au Danemark, mais il était contumax, il n'était pas condamné. Alors, je passe évidemment sur toutes les histoires, tous mes BD avec les éditeurs pour le faire éditer, etc., des tas d'histoires. J'ai écrit tout ça, mais enfin tout ça, ça nous traînerait trop loin. J'arrive au procès. Un jour, on a appris que le procès de Céline allait avoir lieu à telle date. Les quelques amis qu'il avait se sont aussitôt mis en campagne pour recueillir un maximum de témoignages en sa faveur. Alors moi-même, j'en ai recueilli un certain nombre, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai reçu pas mal de lettres, j'ai publié tout ça. Et Albert Parras, Marcel Aimé, Arletty, Daragnès, se sont tous démenés, pas pour réunir des témoignages. On en a réuni pas mal. J'ai recueilli des témoignages extrêmement favorables et très dignes de gens comme Marcel Jouandeau, comme Thierry Monnier, qui n'avaient pas de contact, eux, avec Céline, qui n'avaient pas de réseau, qui ne le connaissaient pas, mais qui tout de même n'ont pas pensé que ça valait la peine d'intervenir en sa faveur. Et le procès est arrivé. Alors le procès s'est déroulé d'une manière assez amusante. Céline était défendue par 2 avocats, Maître No et Maître Tixier-Vignancourt. Le premier avocat de Céline, l'avocat c'était No. C'est No qui, dès le premier jour, a défendu Céline, a instruit le dossier. Mais beaucoup parmi les amis de Céline trouvaient que No était peut-être trop modéré. Hein, et ils disaient, vous savez, il y a Tixier-Vignancourt, alors celui-là c'est un boxeur, hein, c'est un puncher. Finalement, on est arrivé à faire une entente entre les deux. Ça n'a pas été tellement commode, n'est-ce pas? No n'a pas vu arriver d'un très bon œil Tixier-Vignancourt. Mais enfin, tout de suite, toujours est-il qu'ils se sont trouvés tous les deux à la barre pour défendre Céline. Et il y a eu, à ce procès, un détail
extrêmement intéressant que je vous livre. Il y a eu un moment où le président a dit au greffier, maintenant, lisez l'acte d'accusation. Or, l'acte d'accusation, je ne sais pas qui l'avait rédigé, mais c'était tout simplement un ensemble de citations de Céline, dans le genre de celles que je vous ai faites. Alors, je peux vous dire que ça a été un spectacle que je n'oublierai jamais. Le greffier a commencé à lire ça d'une voix assez monotone, ça, et puis alors, les textes que vous connaissez et que vous supposez, tant et si... Alors, on a vu le président commencer à sourire. On a vu des gens qui souriaient dans la salle. Et je peux vous dire que la fin de l'acte d'accusation s'est faite dans une intense rigolade. Tout le monde se marrait. Les citations de Céline. Voilà ce qu'elle fait. Pour moi, c'est le plus grand souvenir que je garde de ce procès. Céline a été condamné, une peine très légère à la vérité, il a été condamné à 1 an de prison. Donc, comme il avait déjà fait 1 an et demi au Danemark, on pouvait espérer que la peine serait couverte. Et puis là, évidemment, la déchéance, enfin le truc habituel, pas la sérénité, mais enfin, le truc la dégradation, c'est ça, etc. Et la question qui s'est posée à ce moment-là était celle d'obtenir légalement que la peine de 1 an de prison couvre celle qui avait été faite au Danemark. Mais Wagner connaît ces questions-là évidemment beaucoup mieux que moi. Mais toujours est-il que c'était pas facile, c'était pas très commode, ça traînait en longueur. Et un jour, Tixier-Vignancourt a fait un de ses coups dont il est familier. Il a attendu 12h30, l'heure où le juge de la signature de qui dépendait de la mise en liberté de Louis Ferdinand, la confusion des peines, n'est-ce pas, et par la suite évidemment l'amnistie. Tixier-Vignancourt s'est précipité sur ce juge au moment où il était en train de mettre son manteau dans le vestiaire, et il lui a dit, oh, excusez-moi, mais enfin, j'ai là un dossier, un petit mec qui a fait une connerie, parce qu'il a été condamné à 1 an par contumace, c'est 3 fois rien, si vous pouvez me signer ça tout de suite, et ben, ah bon, et comment s'appelle-t-il votre petit mec? Oh, il s'appelle Louis Détouche. Ah bon. Signature, c'est fait. Tixier-Vignancourt, évidemment, il avait plus de punch que nous. Nous, était un très bon avocat et qui a très bien défendu Céline. Mais il y avait une différence entre nous et Tixier-Vignancourt. C'est que nous aidaient le dossier le mieux possible pour un homme qu'il voulait sauver, mais un coupable. Tandis que pour Tixier-Vignancourt, Céline n'était pas un coupable, c'était un innocent, donc il n'y avait pas de problème. Alors évidemment, ça lui donnait beaucoup plus de punch. En fait, toujours est-il que ça s'est bien terminé. Alors Céline a pu revenir d'exil quelque temps après. Il a pris l'avion, il est venu à Nice et il s'est réfugié chez ses beaux-parents, chez les parents de sa femme qui étaient à Menton. Et c'est à ce moment-là que moi, excusez-moi, j'ai réussi à obtenir la réédition des œuvres de Céline chez Gallimard. J'ai à ce moment-là eu la possibilité d'intervenir et d'obtenir de Gallimard qu'il prenne Céline sous contrat. Et je veux dire que la séance, la scène, la conversation que j'ai eue chez Gaston Gallimard est quelque chose qui a été extrêmement pittoresque et intéressant. Gaston Gallimard, le potentat que vous savez, enfin, le puissant éditeur que vous savez, l'homme qui dicte ses conditions à n'importe qui, je l'ai vu devant moi, assis dans son fauteuil, tout à fait enfoncé, mais vous savez, hein, j'ai eu les plus grands écrivains, et j'ai loupé Céline. Alors, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir maintenant. On dit, c'est très simple, Céline veut 18%, il veut 5 millions tout de suite, c'est la réédition de... J'ai tout déballé puisque je savais quelles étaient les intentions de Céline. Et Gallimard a dit oui, pour avoir Céline, il aurait fait n'importe quoi. Car il l'avait loupé, il avait conscience que Céline lui avait échappé en 1932. Donc ça s'est très bien passé. Gallimard a signé le contrat et il m'a payé un billet d'avion pour que j'aille à Menton le porter à Céline pour qu'il le signe. C'est la première fois que je montais en avion d'ailleurs. Mon baptême de l'air, je l'ai fait aux frais de Gaston Gallimard. Et je suis allé à Menton, j'ai fait signer le contrat à Céline,
Et je me suis aperçu, il me l'a dit, qu'il s'embêtait follement là-bas, qu'il se déplaisait dans sa belle famille, qu'il faisait une chaleur à crever à Menton, et il m'a dit je repars avec vous à Paris. Ce qui fait que je suis revenu à Paris en avion avec Louis Ferdinand Céline, l'admirable Lucette Détouche, sa femme, dont je n'ai pas encore dit le nom, mais enfin que je cite, Lucette Détouche, et puis alors 18 bagages et tous les chiens et les chats. Il y avait Bébert, il y avait Bessie, ils étaient tous là. Quand nous sommes débarqués au Bourget, car on est débarqué au Bourget, il y a eu un attroupement. Personne ne savait qui était il était complètement inconnu à ce moment-là, il était oublié complètement. Il y a eu un attroupement, tous les gens, nous avions autour de nous les 25 personnes qui le regardaient, et lui-même était là, ceux d'entre vous qui connaissent sa silhouette, voir ce que ça pouvait donner, de tenue assez négligée, comme souvent d'ailleurs, et avec en bandoulière une énorme sacoche qu'il avait déjà quand il avait quitté la butte en 1944, qu'il n'avait jamais abandonnée, dans laquelle il y avait au fond l'argent, son argent à lui, et sur lequel était toujours le chat Bébert, qui était dans la sacoche, assis sur l'argent. Et là, au retour, il était comme ça, n'est-ce pas, avec sa sacoche, et il disait, il s'en rendait très bien compte, il disait lui-même, vous savez, je suis filé à Sfog, de retour du tour du monde. Donc nous sommes arrivés au Bourget. Là, il a été pris en charge par un de ses amis, par quelqu'un qui ne le connaissait pas, mais enfin, qui est un monsieur, qui était le propriétaire des cartes à jouer Grimaud, monsieur Paul Marteau, qui avait beaucoup d'admiration pour lui, et qui, sans le connaître personnellement, il l'a connu à cette occasion-là, avait offert de l'aider à son retour à Paris. Il l'a hébergé quelques jours, et puis ensuite, Céline est allée s'installer définitivement à Meudon. Donc, Céline est de retour. Alors voici, maintenant, Céline est ici. Que va-t-il se passer du point de vue littéraire? Céline a un manuscrit très important et très beau qui s'appelle Ferry pour une autre fois. Un livre que pour ma part je trouve tout à fait admirable, dans lequel il y a des pages étonnantes. Il y a notamment 20 pages de souvenirs sur Saint-Malo qui sont une merveille. Et puis il y a des quantités d'autres choses dans Ferry pour une autre fois. Gallimard, qui a accepté de rééditer tous ses livres, Le Voyage, Noir Crédit, etc., édite Ferry pour une autre fois. Et là, on s'aperçoit de ce que c'est que la conspiration du silence et la volonté de destruction d'un homme. Car Ferry pour une autre fois ne se vend pas, ou très 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 peu. Céline, qui avant la guerre a connu des tirages extraordinaires, qui était un personnage monstrueux, admiré, adulé partout, Céline n'existe plus pratiquement littérairement. Il a été tué systématiquement. On a voulu délibérément faire de lui un écrivain du passé. Le résultat, c'est que Ferry ne marche pas. La suite de Ferry, qui s'appelle Dormance, ne marche pas davantage. À ce moment-là, Gallimard dit à Céline, c'est un peu de votre faute, vous devriez vous faire connaître, vous devriez aller dans les cocktails, faire des réceptions, vous devriez parler. Céline, imaginez, ça ne marche pas. Mais Céline lui dit, écoutez, je pourrais peut-être écrire un tout petit texte pour expliquer mon œuvre. C'est ça, dit Gallimard. Écrivez quelque chose dans lequel vous parlerez de votre style, de votre art, etc. Et Céline écrit un petit truc qui s'appelle Les entretiens avec le professeur Y. C'est un petit livre qui est admirable et dans lequel il y a une explication de l'art célinien qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un livre très très intéressant pour les gens qui aiment la littérature et qui s'intéressent au langage, à la langue. Donc ce petit livre, qui ne marche pas davantage non plus d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, qui n'intéresse que quelques spécialistes. Mais ça ne fait rien. Céline continue et il va entrer maintenant dans une dernière ère de son œuvre qui est celle qu'il appellera l'ère des chroniques. Il fait de la chronique. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va raconter la chronique de ce qu'il a vécu depuis son départ de France, c'est-à-dire la traversée de l'Allemagne et l'exil au Danemark. Et la première de ces chroniques, c'est D'un château l'autre. Et D'un château l'autre va avoir un certain succès, ça va être le début de la Renaissance. Parce que Roger Nimier, l'écrivain Roger Nimier, qui aime beaucoup Céline, a convaincu Gallimard que pour relancer Céline, il faudrait faire un article, quelque chose de très important, dans une revue très lue et très importante. Et finalement, on se décide à confier
ça à Madeleine Chapsal, qui va faire un article dans le Nouvel Observateur. Et dans le Nouvel Observateur paraît une interview de Céline. Pardon? Ah, excuse-moi. Je ne savais pas pourquoi tu m'as dit ici. Non. Évidemment, je me trompe. C'est l'Express. Excusez-moi, l'Observateur de l'époque. Ouais. C'est dans l'Express. Madeleine Chapsal fait et cet article est lu et a un certain succès. Céline, de nouveau, on s'intéresse à lui, et les gens qui achètent d'un château à l'autre après l'article de Madeleine Chapsal retrouvent un très grand Céline, et petit à petit, je vous dis, ça, c'est le moment du redépart. Alors, d'un château à l'autre, je veux simplement vous lire une page. Si ça vous n'en pas, je vous lis sans ordre une page de Céline. Moi, je fais pour mon plaisir. Je ne sais pas si vous... Non. Pardon. De l'interview? Non, de la Château l'autre. La date. Quelle date, il paraît? C'est à la 1955. Mais enfin, Céline est déjà en France depuis 3 ans. Il y a eu Ferry, peut-être même 1956, peut-être. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et alors, d'un château à l'autre, il y a, évidemment c'est aussi admirable que tout le reste, n'est-ce pas? Je voudrais simplement vous lire une page, parce que c'est également un aspect de la personnalité de Céline qui est là, c'est son amour et son intérêt pour les bêtes. Il parle de la chienne Bessie. C'est une chienne, c'est un berger allemand, qui a été abandonné par l'armée allemande au Danemark quand il était en exil. Ils ont recueilli cette chienne, ils l'ont adoptée et elle les a suivis partout avec tous les autres animaux. Elle est allée à Menton, elle est revenue à Meudon, elle est maintenant à Meudon où elle va mourir. Et voici ce qu'écrit Céline de Bessie. À Meudon, Bessie, je le voyais regretter le Danemark. Rien n'a fugué à Meudon, pas une biche, peut-être un lapin, peut-être. Je l'ai emmenée dans le bois de Saint-Cloud, qu'elle pouloppe un peu, elle a reniflé, zigzagué. Elle est revenue presque tout de suite, 2 minutes, rien n'a pisté dans le bois de Saint-Cloud. Elle a continué la promenade avec nous, mais toute triste. C'était la chienne très robuste. On l'avait eue très malheureuse là-haut. Vraiment la vie très atroce, des froids, 25 degrés, sans niche. Pendant des jours, des mois, des années, la Baltique prise. Tout d'un coup, avec nous, très bien, on lui passait tout. Elle mangeait comme nous, elle foutait le camp, elle revenait, jamais un reproche, pour ainsi dire dans nos assiettes, elle mangeait. Plus le monde nous a fait de misère, plus il a fallu qu'on la gâte. Mais elle a souffert pour mourir. Je ne voulais pas du tout la piquer. Lui faire même un petit peu de morphine, elle aurait eu peur de la seringue. Je ne lui avais jamais fait peur. Je l'ai eue au plus mal bien 15 jours. Oh, elle ne se plaignait pas, mais je voyais, elle avait plus de force. Elle couchait à côté de mon lit. Un moment le matin, elle a voulu aller dehors. Je voulais l'allonger sur la paille juste après l'aube. Elle ne voulait pas comme je l'allongeais. Elle n'a pas voulu. Elle voulait être à un autre endroit, du côté du plus froid de la maison et sur les cailloux. Elle s'est allongée joliment. Elle a commencé à râler. C'était la faim. On me l'avait dit, je ne le croyais pas, mais c'était vrai. Elle était dans le sens du souvenir. D'où elle était venue, du nord, du Danemark. Le museau au nord, tourné nord. La chienne bien fidèle d'une façon. Fidèle au bois où elle fuguait, Corceur, là-haut. Fidèle aussi à la vie atroce, les bois de Meudon ne lui disaient rien. Elle est morte sur 2-3 petits râles, oh, très discrets, sans du tout se plaindre, pour ainsi dire, et en position vraiment très belle, comme en plein élan, en fugue, mais sur le côté, abattue, finie, le nez vers ses forêts à fugue, là-haut, d'où elle venait, et où elle avait souffert, Dieu sait. Oh, j'ai vu bien des agonies ici, là, partout, mais de loin pas des si belles, discrètes, fidèles. Ce qui vit dans l'agonie des hommes, c'est le tralala. L'homme est toujours quand même en scène, le plus simple. Dans la mort de Bessie. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Hein. Je ne veux pas vous ennuyer. Non, pas du tout. Je peux en parler. Oui. Eh bien écoutez, de toute façon, cette partie-là, nous l'avons terminée. Je voudrais simplement 2 mots. À Meudon, Céline a reçu un jour 2 journalistes que je connais très bien, qui sont des gens avec qui je suis très ami, qui
qui s'appellent Jean Guénaud et Jacques Daribourg. Et ils ont fait une interview très intéressante qui a été publiée par la suite de Céline. Et notamment, j'extrais une toute petite chose de cette interview parce qu'elle me paraît très importante. C'est ceci, n'est-ce pas? Une simple phrase qu'il leur a dite au milieu de certains développements, bien entendu. Il leur a dit « Shakespeare a le rire, ce qui est énorme. Et quand vous avez à la fois le tragique et le rire, vous avez gagné. » C'est l'art de Céline, n'est-ce pas? Et c'est en cela qu'il y a quelque chose de shakespearien, évidemment, dans son art, mais c'est ça. C'est le fait que la pire tragédie, puisqu'il a vécu la pire tragédie et qu'il a raconté la pire tragédie, il sait la traduire à travers le rire, et un rire qui est souvent énorme. Vous avez pu en juger tout à l'heure, n'est-ce pas, vous-même, à quel point ça peut être comique. Et bien quand on arrive à lier à ce degré le tragique et le comique, il le dit lui-même, on a gagné. Et en ce sens, je pense que Céline est un immense écrivain et qu'il a gagné. Je vous remercie et je suis navré d'avoir eu l'air de vous interrompre à cause des impératifs de l'heure, mais c'était en réalité pour que nous puissions encore vous faire parler, c'est-à-dire vous poser des questions pendant la demi-heure qui nous reste. Et dans l'attente de ces questions, et puisqu'il devait être question ce soir un peu de Brasillac, je voulais rappeler que Brasillac a parlé de Céline, a connu un peu Céline, je crois, d'après Céline, qu'ils se sont rencontrés une seule fois. Céline a dit une seule fois, en fait ils se sont peu connus, mais Brasillac a été amené dans ses causeries littéraires de l'Action française à parler de Louis-Ferdinand Céline, et d'ailleurs, au départ, avec une certaine discrétion et sans... C'était pas exactement son genre. C'était pas son genre, oui. Et il disait ceci, si vous le voulez bien, j'ai le texte de son premier article sur Céline, je crois qu'on pourrait le citer parce que ça marque bien une certaine incompréhension de Brasillac au départ sur la manière de Céline. J'aimerais, je l'avoue, à lire le premier texte de Mort à crédit, car il doit bien exister. Les deux premières pages du livre, par une erreur singulière, sont composées, à part deux mots d'argot, dans un français articulé, très simple et très clair. Monsieur Céline n'a pas écrit, comme vous pourriez vous y attendre, hier, sur le coup de 8 heures, la mère Bérange, la concierge, elle est morte. Elle était vraiment vioque, tout ce qu'il y a de plus vioque. Il a écrit, hier, à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Et j'aime autant cette rédaction. Mais je n'en suis que plus inquiet sur l'authenticité des 695 autres pages du livre, écrites tout entières dans le style des phrases citées au paragraphe précédent. Autrement dit, ce roman dont on parle beaucoup me paraît une sorte de gigantesque traduction, avec tout ce que ce mot comporte de consciencieux et même, ma foi, d'un peu scolaire. Et c'est le premier jugement de Robert Brasillac sur Mort à crédit. Il n'avait pas parlé du voyage au bout de la nuit. C'est son premier article sur Céline. Il en aura d'autres, et notamment il aura un article très admiratif sur Bagatelle pour un massacre, mais je crois qu'il était intéressant de voir ses réticences. Vous avez eu l'occasion de parler avec Brasillac de Céline? Non, à vrai dire non. À vrai dire non. J'aime beaucoup Robert Brasillac, qui était un ami, et pour qui j'ai même aussi de l'admiration, car il a fait des choses tout à fait remarquables. Je fais partie de la Société des Amis de Robert Brasillac, et je me rends à leur assemblée toutes les fois que je le peux, mais sur ce chapitre-là, je ne partage pas son opinion. Enfin, je ne pense pas. Je pense... Il y a peut-être quelque chose d'assez drôle dans ce qu'il dit, que Céline, dans un premier temps, écrive le texte d'une manière simplement scolaire, pour ensuite le transformer.
c'est pas tellement étonnant. On sait très bien que le travail littéraire de Céline, et tous ceux qui le connaissent le savent, était un travail d'artisan. C'était de l'artisanat. Et que ce qu'il faisait, il répétait 10 fois, 20 fois de suite ce qu'il avait écrit, il le transformait. Il le disait lui-même, moi je fais 80 000 pages manuscrites pour un bouquin, n'est-ce pas? Donc, il n'est peut-être pas étonnant qu'il soit parti, dans certains cas, d'un texte tout à fait simple, mais lui-même ne cachait pas que ce qu'il faisait, c'est du travail d'art, c'est de l'artisanat, c'est une fabrication. Dans d'ailleurs un autre article qu'il a écrit plus tard et où il parvenait à une meilleure compréhension de Céline, il se référait justement à ce passage que vous citiez tout à l'heure, et si vous le permettez, oui. Je vais le citer aussi. Brasillac est frappé tout de même par l'absence de lumière, dit-il, qui dans cet univers de Céline. Tout est-il donc perdu, se demande-t-il. Aucune lumière ne peut-elle donc luire dans cet univers condamné. J'ai cherché dans le voyage les petites lanternes du salut. Elles y sont, bien battues de la tempête. Sur son rivage africain, Bardamur rencontre une bonne brute de sous-officier. Il a dans une cassette le portrait d'une petite nièce, et pour elle, il reste 6 ans de suite aux colonies. Il souffre le soleil, la maladie, la mort possible, afin de pouvoir lui envoyer de l'argent. Et alors là, la citation de Céline, qui termine ce que vous avez cité tout à l'heure. Que je n'ai pas dit. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Il avait l'air bien ordinaire, ça serait pourtant pas si bête, s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Oui. Moi j'ai oublié ce détail-là, j'ai oublié cette suite-là. Oui, ce rêve d'une distinction entre les bons et les méchants est admirable de naïveté et de... Oui. C'est toute la complexité de l'homme. Vous voulez demander quelque chose, monsieur? Ah non, je ne crois pas, plus maintenant. Mais je ne crois pas. Je sais que quand Mort à crédit a été publié, il a été publié avec l'accord de Céline, expurgé. Parce que l'éditeur se disait, on ne va jamais pouvoir faire passer ça, on va être poursuivi pour attentat aux bonnes mœurs, etc. Ce qui fait que quand vous avez une première édition de Mort à crédit, il y a des blancs, il y a comme un truc qui a été censuré, n'est-ce pas? Mais par la suite, maintenant, c'est réédité intégralement. Moi, quand j'ai réédité Mort à crédit, puisque dans mes tribulations, j'ai réédité Mort à crédit en 1948, j'avais fait une édition, j'avais reproduit les blancs, mais j'avais fait un tirage spécial où il y avait tout le texte. Dans les œuvres complètes de Céline qui ont paru il y a quelques années, les bagatelles pour un massacre ne figurent pas. Ah. C'est pas réédité. C'est pas réédité du tout. Non, c'est pas réédité, ça ne se trouve que d'occasion sur le manteau. Évidemment, nous connaissons tous qu'il y a 3 ou 4 bouquinistes à Paris qui en sont des spécialistes, vous les connaissez sûrement, et là vous pouvez avoir un bagatelle pour un massacre pour 800 francs, bien sûr. Alors, j'ai là une question de M. Paul Chambrion qui nous dit « Vos remarques sur l'état de l'Église par rapport au théâtre de l'époque, votre remarque est très justifiée. Mais aujourd'hui, que le paysage théâtral a bougé, après Eugène Ionesco et tant d'autres moins importants, ne pensez-vous pas que l'époque a rejoint l'Église, comme peuvent le faire penser les représentations de François Jox. Je vous signale que Paul Chambrion est un orfèvre en cette matière. C'est un critique théâtral qui a exercé pendant 25 ou 30 ans, alors il sait de quoi il parle. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, et je dois dire que j'ai vu l'Église montée par François Jox, et moi je l'ai vu avec un très très grand plaisir. Je trouvais que c'était extrêmement... Le texte était très très bien rendu, même s'il n'y a pas cette construction classique de la pièce de théâtre que l'on trouve sur... Il y avait 30, absolument. Mais on peut voir le spectacle monté par François Jox, l'Église, on peut le voir avec un très très grand plaisir, rien que pour le texte.
Alors là, il y a une question justement qui est la suivante. Pourquoi Bagatelle pour un massacre, les beaux draps, l'école des cadavres sont-ils toujours censurés, interdits de publication? Est-ce à cause d'antisémitisme comme le prétendent les médiocres? Connaissez-vous la bande dessinée Voyage au bout de la nuit avec des dessins de Tardy? Très belle œuvre. Alors, il y a deux questions en réalité. Oui, plus de vous les poser ensemble. Tardy, ça a été un grand succès littéraire l'année dernière, le Voyage au bout de la nuit. En soi, bon, je ne suis pas contre les illustrations de Tardy, c'est pas mal fait. Ça n'est pas toujours très célinien à mon avis, mais enfin, c'est bien fait. C'est bien fait. L'autre question, c'est... pourquoi cette censure à la lettre. Tout dépend de Lucette des Touches, de la veuve de Louis-Ferdinand Céline, qui a les droits. Or, elle ne donne pas l'autorisation, et cela évidemment sur le conseil de son avocat, maître François Gibault. Voilà. Donc, ça s'arrête là, en principe, n'est-ce pas? Parce que c'est tout, n'est-ce pas? C'est pas autre chose, vous savez. Qu'il y ait tout un contexte, bon, elle m'en a parlé, bien sûr, je la connais très très bien, je la vois souvent. Bien sûr, elle a reçu des menaces, vous savez. Elle a reçu des lettres de menaces. Alors, toujours est-il que, se fiant au conseil de François Gibault, son avocat, elle ne donne pas l'autorisation. Alors qu'il y a je connais des gens qui seraient très contents. Mais le résultat, c'est qu'il y a des éditions pirates. Exactement. Voilà. Depuis 25 ans, il y a eu de nombreux oui, je dois dire que François Gibault, que je connais bien, effectivement, qui a été interrogé de nombreuses fois sur une réédition possible, est interrogé comme sont interrogés les avocats des éditeurs. On leur dit, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas risque de poursuite en rééditant cet ouvrage? Or, étant donné la loi de 1972, qui d'ailleurs risque d'être renforcée bientôt, il va sans dire que les risques de poursuite sont grands concernant les œuvres dont il est question. Ce qui fait que l'avocat prudemment répond, je déconseille. Non, le résultat, c'est que cet écrivain, qui est un écrivain immense, est le seul écrivain contemporain qui a 4 livres absolument, ou 3 livres absolument interdits dans son œuvre, et qui est un des plus grands écrivains du monde. Il est le seul. La liberté de publication et la liberté d'édition existent pour tout le monde, sauf pour Louis-Ferdinand Céline, qui fait honneur à la langue française. Par une étonnante prémonition, Robert Brasillac, pour revenir à lui, en 1938, faisait paraître un article sur Bagatelle pour un massacre, et l'article commençait de la façon suivante. Il y a un livre dont on ne dira pas un mot à la radio. Il y a un livre dont les journaux bien pensants ne parleront pas, ou bien auquel ils feront allusion en termes distingués et réprobateurs. Il y a un livre dont les feuilles de gauche ne diront rien, ou peut-être, pour les plus maladroites, quelques mots méprisants. Il y a un livre dont il est bien possible qu'on entrave la mise en vente, la diffusion. Il y a un livre contre lequel va s'établir la conspiration du silence, plus encore que celle de l'attaque. Ne serait-il pas d'une criante injustice que nous n'en signalions pas tout d'abord et avant toute réserve la verdeur, le courage, la fougue? C'est l'énorme volume du célèbre auteur du Voyage au bout de la nuit, c'est Bagatelle pour un massacre. Voilà, c'était écrit en 1938. C'était assez prémonitoire. À la parution. Une autre question. Gaston Gallimard était peiné d'avoir raté Céline. Il l'était d'autant plus qu'il avait de même loupé Marcel Proust. Absolument. Dans un premier temps, si mes informations sont exactes. Oui, c'est sûr. Oui, ça a été les deux grands loupés de la vie de Gaston Gallimard. Il a raté Marcel Proust à cause de Gide, d'ailleurs. Car c'est Gide, qui était lecteur souvent à la NRF, qui avait lu le premier... le premier, hein, du côté de chez Swann. Le premier de la recherche du temps perdu. Il avait lu, et Gide avait trouvé qu'il y avait beaucoup trop de duchesses et de nobles dans ce qu'écrivait Proust. Mais il y a...